Charbel, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Je suis vraiment content d'être avec toi aujourd'hui parce qu'on va faire quelque chose d'un petit peu plus concentré, un peu plus focus. Tout le mois d'octobre, on a un partnership ensemble, une collabo qu'on appelle Spotlight sur un partner. Puis ça va être avec toi et ta compagnie, Digital Growth Core, qu'on va faire ça. On va jaser principalement aujourd'hui, évidemment, de ta business, mais de marketing numérique pour les SaaS, les startup tech. Fait que, Charbel, mettons, à quel genre de bonhomme je parle là, pour cette capsule-là, pour que le monde catch, oui, t'es un beau gosse avec une belle barbe puis des beaux cheveux, dont je suis jaloux, mais genre, ton background, c'est quoi, mettons? J'ai passé les 17 dernières années à travailler juste en marketing numérique, principalement en pub, mais j'ai dealé avec des affiliates, des partnerships, des influenceurs, du SEO, de l'optimisation de sites web. Fait que j'ai travaillé chez Google, j'ai travaillé en agence, j'ai travaillé dans des SaaS, dans une startup en AI. Fait que c'est ça, j'ai été pas mal partout. Puis là, depuis 1 an, j'ai mon agence en marketing numérique. Puis Digital Growth Core, qui est l'agence, toi, t'es basé à Montréal, oui. Right? Le type de client avec qui vous travaillez, t'as-tu comme des barèmes un peu, genre en termes de taille ou en termes de B2B, B2C? Ou... J'ai des barèmes. C'est plus en termes de taille du marché du client. Ça veut dire si le client, comme par exemple, j'ai déjà rencontré un entrepreneur avec une entreprise vraiment cool, mais que il m'a dit tout son marché, c'était comme 1500 entreprises. Total, ok, ouais. Puis total. Puis là, je lui ai dit, ben, lance-toi pas. Ça vaut pas la peine que tu te lances à faire de la pub puis tout ça. Fais la liste de tous tes clients, toi, puis va les rencontrer un par un, puis essaye de voir comment tu peux communiquer avec un par un. Fait que, et c'est plus... Ça veut pas dire que ce que je fais fonctionnerait pas pour cette entreprise. Ça veut plus dire que si on veut... Parce que quand on fait du marketing numérique, on veut optimiser, on veut améliorer, on veut recueillir des données. Puis si tu as juste 1500 personnes au maximum qui peuvent chercher pour ce que tu vends, il n'y aura pas assez de données pour qu'on puisse optimiser rapidement. Fait que c'est ça. Fait que je dis pas que ça vaut pas la peine, je dis juste que c'est pas par ça que tu devrais commencer. Ouais. C'est plus comme ça dans ce sens-là. Ouais, ce que tu me disais offline, c'est basically, Frank, plus tu me donnes de données puis de volume, plus moi je peux briller avec moi, ma gang, mon expertise. 100%. Mais là, t'as comme passé plein de temps dans des grosses business. Là. T'as mentionné Google, je pense que tu l'as pas mentionné, mais t'as fait un bout chez Lightspeed. Oui. Fait que tu sais, clairement, t'as le pedigree, mettons, pour avoir un Christy de bon gig. Genre, tu pourrais être employé dans n'importe quel business. Ouais. Pourquoi qu'en 2022, t'as dit, OK, moi, je me starte ma propre business, Digital Growth Core? J'ai perdu ma job. OK. Raconte-moi qu'est-ce qui est arrivé. J'étais dans une start-up vraiment cool. Je regretterais cette expérience-là, au contraire. Là. Puis, ben, c'est ça, on est arrivé à un point où est-ce que, ça arrive à des startups, le produit prenait beaucoup de temps à ce qu'on soit capable de sortir les features. Puis, on avait déjà des leads prêts à embarquer avec nous, mais on n'était pas capable de leur vendre notre sauce. Fait que, rendu là, il a fallu qu'on downsize, puis on a gardé les ingénieurs, puis je fais partie du marketing. Fait que le marketing a été downsizé à ce moment-là. Mais cette expérience-là m'a ouvert les yeux sur l'entrepreneuriat parce qu'on était 4 puis 2 contracteurs. Fait que c'était vraiment tout petit puis je m'occupais de tout ce qui n'est pas codé dans le fond, c'était moi. Fait que j'ai tellement aimé ça que je me suis dit je vais pas retourner dans une job corporate. Je vais me lancer en affaires puis je vais voir que ça donne puis voici où on en est. Très cool, man. Ben moi j'admire ça, là, que tu te sois lancé en business tout court. Puis tu sais, je pense que ce que ça montre aussi, c'est que quand t'es sharp, mettons, en growth puis en marketing, t'es capable de trouver souvent ce qu'on appelle un genre de channel market fit. T'es capable de genre matcher genre, une demande avec une offre grâce à du marketing, mais trouver un product market fit en startup, je veux dire, on passe tout par le genre il y en a plein qui c'est là que ça meurt. Là, puis c'est comme un peu ça qui est arrivé avec ta startup. Un peu. Ouais. Ou du moins, au moment où tu étais là. Ouais. All right. Il y a une des choses dans lesquelles t'es super sharp, c'est le SEM, right? Search Engine Marketing. Oui. Fait que des Google Ads, c'est un bon exemple. Way back, t'es assez OG pour appeler ça AdWords aussi. Ouais, absolument. Okay. Fait que la question que j'ai pour toi, rapido, c'est, mettons, y a-tu des moments où pour un SaaS, tu penses que le SEM, Google Ads, c'est pas nécessairement un bon channel? Je pense que c'est tout le temps un bon channel, mais je pense qu'il faut embarquer avec les bonnes attentes dans le channel. OK. Parce que tu veux... puis là, tu sais, j'ai l'air du vendeur d'ads, mais c'est un peu ça. Tu veux embarquer avec assez d'argent, mais je vais expliquer. C'est que
admettons que tu es un SaaS puis que ton produit, ton client, il te ramène 20 000 par année. Puis de ça, je sais pas, là, tu fais 10 000 que c'est des profits nets pour ton entreprise. Les chances sont que même si on a des très bonnes campagnes optimisées, là, tu vas dépenser 8 000, 9 000 juste à acquérir un client. Ça, c'est une campagne optimisée. T'sais. C'est pas une campagne qui va pas bien. Fait que déjà, il faut que le monde se mette dans leur attente à la bonne place. L'autre partie, c'est que, admettons justement que tu fais ça, puis tu te dis, ça va me prendre 10 000, pas ça va me prendre 10 000, ça me ramène 10 000. Ça veut dire que ça se peut, quand on commence, que ça te coûte 10 000 ramener un lead. Fait que puis, et vice-versa. Là. Si ton produit, d'habitude, c'est relié au revenu que ton produit est capable de générer parce que ça dépend de la compétition. Puis si la compétition est capable de générer le même niveau d'argent ou plus, ben ça va changer qu'est-ce que toi, tu as à payer pour aller chercher le même lead. Là, c'est ça. Admettons que un lead, tu te dis, si pour arriver à break-even, il faut que ça me coûte 9 000, ben ça se peut que pas un lead qui convertit, mais juste un lead qui rentre dans ta business, ça se peut que ça nous coûte 1000 à rentrer. Fait que si tu commences le SEM puis tu dis je vais commencer avec 500$ par mois, tu vas passer 3 mois, il va rien se passer puis tu vas te dire que ça marche pas le SEM. Mais c'est parce que c'est ça, t'as à peine trempé tes orteils dans la piscine, là. T'as pas sauté dans l'eau. Mais c'est sick parce que moi, on s'est parlé une fois, là, puis là c'est comme la première fois qu'on se voit, fait qu'on n'a pas eu le temps de checker tout mon background au complet, ton background, mais mettons, moi j'étais un gars de content marketing puis de SEO, tu sais. Fait que tout le monde, quand ils voulaient venir me voir pour que je grow, mettons, leur business ou que je les aide à grow leur business, c'était plus avec du contenu. Puis du contenu, je disais un peu, ma variante de ce que tu viens de dire, c'était, il n'y a pas de magic money machine que tu mets 1$ puis il y a 1000 qui revient. Genre, sinon, tout le monde le ferait puis ça serait automatiquement plus une magic money machine. Fait que j'ai du contenu, c'est long. Faut que tu trouves ton ton. Faut que tu sois fréquent, que l'algo, il pick up ta fraîcheur, ta fréquence, ta récurrence. Faut que le monde commence à te linker. Puis t'as comme un investissement, un channel, ça s'apprivoise. Genre, c'est pas quelque chose que tu turn on and off trop quick. Fait que je trouve ça cool que tu dises, genre, check tes attentes, mettons. Je dis souvent aux startups, diversifie pas tes channels. Au début, genre. Au début. Juste des posts sur les médias sociaux, juste ça peut faire fonctionner ton entreprise. Juste du SEM, ça peut faire fonctionner ton entreprise. Juste du SEO, juste du genre aller à des conférences. Juste comme t'en choisis un, puis quand tu penses que t'es même plus capable d'en faire plus, t'embarques sur un autre. Puis après, tu continues comme ça. Parce que ça, je l'ai vu souvent. Ils font de tout, puis il n'y a rien qui est bien fait. Je suis comme les gars. Tu sais, c'est ça. T'as comme mentionné une couple de channels différents. Fait que je vais te poser, genre, en mitraille, mettons, des questions sur certains. Puis toi, ta job, c'est de voir si tu peux pas me donner un conseil concret ou 2, mettons. Là. Ben, pas 4. Fait que, mettons, un conseil concret pour les SaaS par rapport au SEO. Un conseil concret pour les... OK, attends, excuse. Je vais me refocus. Ben oui, vas-y. Pour pas que je parte en run-on. Assure-toi que le SEO technique fonctionne. Ça, c'est le first step. Ça veut dire 100%. Ça veut dire ton site load vide. Okay? En quelques mots, je dirais ton site load vide, tes meta-tags, meta-title, schema. Genre, si tu cherches ces mots-là, si tu cherches à comprendre qu'est-ce que c'est, tu vas déjà avoir la base. Puis après ça, une fois que tu as ça, là, tu commences à faire du bon contenu qui est utile pour les gens. Puis, c'est ça va bien. Je pense que c'est genre, si le SEO, mettons, c'est ton site web qui va générer des résultats, ben le SEO, c'est comme un char. Le contenu, c'est le gaz. Commence par t'assurer que les roues tiennent, là, puis qu'elles sont alignées, puis que ton char va pas tomber en ruine dès que tu pèses sur le gaz. C'est ça. C'est ça. Sinon, tu fais du contenu, puis il n'y a rien qui passe par toi. 100%. OK, même question. As-tu 1 ou 2 conseils concrets par rapport au PPC? Pay-per-click, puis on peut le prendre juste Google Ads si tu veux. Ouais, ben ça fonctionne hors de Google Ads aussi, mais c'est... Essaye d'envoyer... Je sais que la première étape, c'est tout le monde va essayer de faire... Ben, au début, tu lances tes campagnes, puis après, tu essaies de faire du cost... du target CPA, dans le fond, là, du cost per acquisition. Tu essaies de trouver un montant que tu vas payer par client. Sauf que ça, c'est jamais assez deep pour passer au next level. Il faut que tu essayes, peu importe quel business. C'est plus facile quand tu es e-com ou des fois quand tu es SaaS, puis tu sais exactement ce que tu fais. Mais il faut que tu essayes d'envoyer pas juste tes revenus, mais tes profits. Parce que tes profits, puis là, je vais essayer de pas run on too much avec ça, mais
même une business qui a le même revenu par client, peu importe où est le client. J'ai travaillé avec une business comme ça, puis quand on a regardé les processing fees, ils faisaient 2 fois plus dans un pays que dans un autre pays. Fait que si tu es capable d'enlever les processing fees de ce que tu renvoies en conversion value dans Google, dans Meta, peu importe, mais là, tu es capable de faire des vraies campagnes au target ROAS, mais qui devient ce qu'on appelle du target POAS, du profit en ad spend. Et ça... Là, tu commences à t'approcher de genre le dernier level de ads. Là. Fait comme t'es plus à l'autre niveau d'avant. C'est vraiment bien encapsulé. J'essaie de le répéter autant pour le monde que pour moi parce que ça m'intéresse. Mais mettons, en pub numérique, souvent on va dire évalue comme il faut ton ROAS. Return on ad spend, right? Ouais. Fait que c'est t'as dépensé des sous dans la machine à pub, combien sont revenus en clients qui t'ont payé, ton abonnement récurrent, whatever. Ben, ce que Charbel nous dit, c'est genre va plus deep que ça. Ouais. Creuse dans le funnel, le journey un petit peu financier et genre logique de ton client, puis vois combien de profits tu as eu, pas juste combien de revenus. Tes opérations à toi, ils t'ont coûté comment en fonction de c'est quel type de user, il est dans quel pays, etc. Puis cette information-là, fait que le profit sur mon ad spend, ce que tu as dit qui est clé, que le monde ne savent souvent pas, c'est que tu peux leur piper à Meta, à Google, puis dire hey, le profit et non juste le revenu. Sur le profit. Parce que tu veux pas, personne veut donner son argent à Google. Tu veux que Google et Meta, que tes campagnes soient des profit generating machines, right? Mais le monde, ils le savent pas. Puis souvent, ils pensent pas. Ils pensent pas à enlever les processing fees. C'est pas assez compliqué. Parce que des fois, ils les ont pas la même journée. Il faut faire des estimés. Il y a plein de choses qui rentrent dans les processing fees. Et il y a plein d'autres choses que tu peux enlever. Tu peux regarder les fraudes par pays, les chargebacks, tout ce genre de données financières-là. Des fois, tu as une bonne idée de où est-ce que c'est entre un pays et un autre pays, des fois même par État. Puis tu es capable d'enlever ce genre de choses-là. Puis ça aide encore plus à optimiser ta campagne. Puis là, tu vas pas être là quand ça te fait pas d'argent. Puis tu vas être beaucoup plus présent quand tu fais plus d'argent. Puis là, c'est vraiment c'est tough de part ma curiosité personnelle parce que j'en fais moins de marketing puis j'aime ça être avec un expert, fait que j'en profite, mais tu devrais-tu, mettons, aussi shaver ou enlever des frais comme du customer success plus élevé, mettons, genre. Tu sais, mettons, je me rends compte que dans tel genre de campagne, ça me prend 2, 3, 4 fois plus de temps en onboarding ou en support pour que cette personne-là soit successful puis me paye comme du monde avec le produit. C'est le genre d'affaire que tu pourrais aussi checker? Ou? Oui. Okay. Dans ma tête, je suis comme pourquoi pas. Parce que le plus que tu es capable d'enlever les coûts, surtout si tu es capable de les associer à une vente, right? Le plus que tu es capable d'enlever les coûts que tu vas avoir après, le plus que tu vas être proche d'une vraie campagne profitable directement dans Google. Tu vas ouvrir ton Google Ads puis tu vas dire je sais que cette campagne m'a fait 20% de profit. Voici l'argent que cette campagne a fait pour l'entreprise. Mais ça, toi, pour être sûr de ton POAS, Profit on Ad Spend, pour l'avoir comme faut, tu travailles deep, mettons, avec l'équipe produit ou l'équipe finance ou je sais pas quoi. Oui. L'équipe produit, l'équipe finance. Des fois, j'ai eu des calls avec genre le CFO et un rep du processing payment. Oui, c'est ça, du payment processing. Fait que pour être capable de sortir tout ça. Puis des fois, il faut des devs d'impliquer pour être capable de piper le data et de le renvoyer ailleurs. Fait que c'est vraiment sick. C'est des gros projets, juste ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui le tackle pas. C'est que ça prend un effort juste connecter, trouver le data puis le connecter d'un bord à l'autre pour être capable de l'utiliser dans le marketing. Puis ça a tellement d'implications après parce que ça a changé. Pour te donner une idée, puis là je fais une version simplifiée, là, mais il y a une entreprise avec laquelle j'ai travaillé que, disons que leur produit principal, c'était genre 60% de leur vente. Okay. Une fois qu'ils sont passés à quelque chose qui était plus proche d'un profit en ad spend au lieu d'un revenue, ils étaient déjà en revenue en ad spend. Et ce produit-là est tombé à genre 30% de leur vente. Parce que quand ils regardaient tous les coûts qui venaient après, ils ont réalisé que certains de leurs petits produits étaient super profitables. Okay. C'est pas tant que lui a diminué, c'est qu'à l'intérieur de leur ad spend, des produits qui étaient beaucoup plus petits qu'ils négligeaient parce que, entre autres, la valeur de vente du produit était beaucoup plus petite. Ces produits-là, le monde qui les achetait, c'était beaucoup plus profitable. Fait qu'au bout de la ligne, faire ça a fait shiner les petits produits qu'ils avaient. Puis là, leur gros produit est rendu 30%, puis les petits produits que tous ensemble, c'était même pas 5%, c'est genre 40% des ventes de l'entreprise. Insane. Puis c'est ça que ça a changé. Fait que le monde, tu sais, moi je parle de ça, je suis excité quand je parle de ça parce que j'ai vu la différence. Comme c'est...
ça va changer toute l'entreprise. Ça veut dire même que ces entreprises-là, il a fallu qu'ils retrainent certains de leur monde en customer support parce que les petits produits, il n'y avait pas assez de monde qui les connaissait. Fait que ça a changé plein de choses dans le reste de l'entreprise. C'est malade. Ça a changé plein de choses dans les opérations. Mais ça part de... on a les données quelque part, on les connecte avec... on les ramène le plus tôt possible dans le marketing pour qu'on soit capable d'optimiser basé sur ces données-là. Puis après, c'est comme une loop. C'est une growth loop. Oui, c'est ça. Puis une des erreurs que la plupart du monde font, soit par ignorance ou juste par manque de temps, des fois, c'est genre ne pas traiter le funnel de conversion comme une loop, mais le traiter de façon linéaire. C'est ça. Parce que l'information et les insights passent d'un lieu à l'autre, mais ne remontent pas au premier. Puis c'est direct ça que tu dis de faire. C'est ça. Je trouve ça sick, mais tu as comme mentionné une couple de fois, Charbel, genre, c'est important de piper la data, la donnée qu'elle passe du produit et de la donnée financière au marketing, etc. Mais je trouve tellement que c'est rendu un clusterfuck, man. L'attribution marketing, c'est tough. Puis je sais que ça peut pas être parfait, puis comme t'as pas de baguette magique, mais mettons, t'as un conseil à donner au monde qui se disent comment je fais pour bien attribuer mon ROI à mes campagnes, mettons, numériques. Genre. Là, les campagnes, d'habitude, c'est pas trop pire. Après, ça se complexifie. Multi-channel. Genre. C'est que quand tu commences à avoir beaucoup de channels, c'est quand t'as juste 1-2 channels qui roulent vraiment, t'as pas encore d'enjeu. Quand t'arrives à genre, on a des influenceurs que eux, on leur donne un code d'influenceur, mais en plus, t'es en train de faire des ads. Puis là, le monde, il rentre par tes ads, mais ils ont mis un code d'influenceur parce qu'ils l'ont trouvé en plus. Puis là, t'es comme, ben combien j'attribue de ce côté? Combien j'attribue de ce côté-là? Là, ça devient de plus en plus compliqué. Puis comme là, je suis comme, il faudrait que je rentre dans les détails. Mais il y a des façons de le faire, mais il faut... Ce que je dis tout le temps aux entrepreneurs, c'est garde pas un channel si tu penses qu'il est juste break-even. D'habitude, ça devrait être genre clair. C'est pas... Même quand on fait des tests, tu sais, on fait plein de tests en marketing, si c'est proche... Oui, des fois, on va le garder parce qu'il y a une décision exécutive qui a été faite, puis comme ils préfèrent cette version-là. Mais si c'est pas un oui clair, c'est un non. Okay. Puis c'est pareil, quand tu es en train de tester dans un channel, oui, des fois, il faut que tu essayes pendant quelques mois avant que ça débloque pour de vrai. Là. Mais quand tu es vraiment en train de tester des trucs, c'est ça. Si c'est pas un oui clair, c'est probablement un non. Comme d'habitude, il faut que ce soit assez clair. Comme même si tu lances des campagnes d'influenceurs, OK? Il y a des façons, même si tu leur donnes un code, il y a des codes promo, il y a plein de façons. Puis oui, tu vas jamais être sûr à 100% parce qu'il y a des vues qui vont te revenir, qui vont pas venir passer directement par eux. Mais il faut que tu aies une bonne idée, en tout cas, de quand je fais des campagnes, quand les gens ils poussent plus, ça augmente de X mes revenus. T'sais. Fait que même si c'est un estimé, et il faut au moins que ce soit directionnel. T'es proche, là, que tu sois capable de séparer les trucs l'un de l'autre. Après, oui, en plus de ça, tu rajoutes que certaines entreprises, ils ont juste pas set-up correctement leur analytique. Mécaniquement, c'est pas configuré, disons. C'est ça. Fait qu'il y a une configuration qu'il faut faire pour même être capable de dire ça, c'est sûr, ça vient pas des ads, ça vient du SEO, ça vient de telle place. T'sais. Puis... Fait que toi, ça, quand je travaille avec toi, mettons, je suis un client SaaS puis je travaille avec toi. Ça, tu prends du temps pour faire ça, I guess, genre en début de projet? C'est vraiment comique parce que la majorité de mes clients, ils viennent me voir parce qu'ils veulent croître. Et, ils sont stock. Ils ont fait de la pub, par exemple, où ils font maintenant. Ils dépensent chez certains clients, ils dépensaient déjà une tonne en pub, mais ils sont bloqués, ça grossit plus. Puis ils savent pas trop quoi faire. Puis d'habitude, honnêtement, le premier mois, sinon les premiers 2 mois, on est juste en train de régler le data. On n'est même pas en train de régler la pub. Je suis comme ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on va faire à régler tes campagnes de pub? On n'est pas en train de feeder les bonnes choses dans le système. Fait qu'on passe plein de temps à trouver où est le data, qui l'a, le piper à la bonne place, travailler avec les bonnes équipes. Puis là, une fois que le bon data est envoyé dans Google Ads, dans Meta Ads, là, on est capable de dire, OK, et là, en plus, tu as besoin, à partir de ce moment-là, tu as du bon data. Fait qu'à partir de là, tu attends un peu pour savoir c'est quoi réellement, quelle campagne fonctionne bien, quelle fonctionne pas bien. Parce que ça veut dire que les données d'avant, ils
ils peuvent être bonnes, mais ils sont pas assez bonnes pour qu'on optimise basé dessus. Fait qu'il te faut, une fois que tu as réglé ça, il te faut des fois quelques semaines de data avant qu'on soit capable de vraiment agir. Dépendamment du volume. C'est ça. Puis une fois qu'on a ça, là, on peut dire, OK, là, on va lancer des tests. On a un baseline, un nouveau baseline avec le data, puis là, on pousse. Fait que oui, absolument. Puis ça ressemble à quoi, justement, travailler avec toi, mettons? Tu sais, mettons, là, toi, je te vois, je te connais, ça paraît que tu connais ton shit, mettons, puis que tu es un expert, mais t'es-tu solo dans Digital Growth Core? T'as-tu du monde en satellite? C'est une agence? Parle-moi un peu de ça. C'est une agence. Il y a plusieurs personnes qui travaillent avec moi. Il y en a, c'est chacun des experts dans leur truc, parce que pour des clients, oui, principalement, je travaille en ads, mais pour des clients, on refait leur site web, on fait leur SEO, on fait leur contenu, on peut faire plein de choses. Mais ça tourne autour... Dans le fond, mon expertise, ça a toujours été ce qu'on appelle du marketing de performance ou de croissance. Fait que ça tourne toujours autour de croître les revenus de l'entreprise. Puis, fait que quand on travaille un channel, on est vraiment en train de voir qu'est-ce que ça va rapporter au bottom line de l'entreprise, puis de le tracker, puis d'essayer de grossir ça dans cette direction-là. Très cool. C'est ça. Il y a plein de SaaS qu'ils vont décider de faire un clean-up ou genre de mettre leur maison belle quand des investisseurs veulent mettre du cash pour faire une round ou des acquéreurs veulent faire un M&A, les acheter, right? Au niveau genre croissance, marketing, quel genre d'hygiène analytics les investisseurs ou les acquéreurs potentiels veulent voir? Ouais, déjà, j'ai été dans une startup et j'ai travaillé et j'ai été advisor pour plusieurs startups. Les investisseurs, à un moment donné, ça va arriver. Comme s'ils ne l'ont pas déjà demandé, ils vont te le demander bientôt. Je parle avec n'importe qui a une startup. Quand tu commences à dépenser beaucoup, ils vont revenir puis ils vont dire c'est quoi le CAC et LTV par channel. Fait qu'on comprend CAC, LTV. Puis de façon générale, est-ce que les startups l'ont de bien mesuré par channel? Non. Ou... Fait que c'est ça l'enjeu. C'est qu'est-ce qui arrive, c'est que les investisseurs arrivent puis ils demandent justement les CAC LTV par channel. Puis les gens n'ont même pas les choses en place pour être capable de le dire. Ça revient une idée. La mécanique à configurer le pipeline. Exactement. Puis même une fois que tu configures, tu as ces données-là à partir de ce moment-là. Ça devient genre le jour zéro à partir duquel tu peux tracker des données. Fait que ton prochain board meeting, tu vas être capable de présenter des données préliminaires si tu rushes pour faire ce travail-là. Ça prend du temps en plus. Fait que le plus tôt que tu entends ça, le plus tôt qu'il faut que tu commences à dire est-ce que je suis capable de dire ça? Tu sais, combien j'ai dépensé en SEO, combien ça m'a ramené? Combien j'ai dépensé en ads, combien ça m'a ramené? Après, il faut que je dise que oui, plus que tu fais de trucs, plus qu'il y a un effet... tu sais, les différents channels s'assistent l'un l'autre. Compounding un peu. Là. Et oui, ça, il y a un compounding effect à faire plus de choses. Fait que, oui, mais il faut quand même que tu aies une idée générale de... tu sais, fait que ça sera jamais parfait. Surtout, en plus, si on rentre dans le fait qu'on a de moins en moins, c'est pas pire encore, mais de moins en moins de données à cause de toute la protection de la vie privée, puis les gens peuvent juste refuser de te donner leurs données, puis t'as plus le droit de les garder, même pas dans Analytics, même pas nulle part. Fait que t'as moins de données, fait que oui, de plus en plus, ça devient directionnel, mais directionnel, ça veut quand même dire que tu sais que chacun de tes channels, l'argent que tu mets dedans, ça te ramène X. Ouais. Fait que c'est exact. Ben, le privacy, ça peut être un enjeu là, au niveau du marketing. T'as comme, je pense que c'est un monde en soi, on pourra en reparler dans un autre talk, mais un des enjeux que je commence à entendre de plus en plus parler, c'est le volume de AI. Fait que ils appellent ça le AI slop. Que ce soit dans des ad creatives, peut-être dans les campagnes, ça je suis moins pro là-dedans, ou dans les SEO définitivement. T'en vois-tu? Qu'est-ce que tu feels à propos de ça? Il y en a, mais it'll only take you so far, si je peux me permettre l'anglicisme. C'est que ça va pas... de ce que j'ai vu, puis ça on le voit, puis il y a même des données rendues là pour faire ça, c'est qu'il y a beaucoup de contenu généré par AI, bien sûr. Ça, on en a vu une tonne, dans que ce soit même des faceless channels, du contenu vidéo, 100%. Du contenu texte, il y en a pu savoir quoi en faire. Maintenant, admettons que tu spammes ça sur ton site, t'en fais beaucoup, puis tu regardes pas la qualité puis qu'est-ce que ça donne vraiment à quelqu'un qui regarde ces pages-là. Puis ça, j'ai carrément vu du data là-dessus. Le site va monter, puis des fois, va monter jusqu'à la première page brièvement. Puis là, dès qu'il y a un user review, parce que Google a plein de gens qui font du user review, le monde ne savent pas ça, il va redropper au moins en deuxième, troisième page. Fait que tu vas voir un pic, des fois, tu te rends même pas à la première page. Ça, il y a beaucoup de gens qui savent pas ça. En SEO, tu peux bluffer le crawler jusqu'à la deuxième page.
Passer ça, il y a des humains qui vont review à un moment donné. D'autres, ça, je savais pas. Puis les humains, il y a vraiment des human reviewers. Puis après, ils se basent sur les données de ces gens-là pour dire ça, c'est un bon result, ça, c'est pas un bon result. Puis les humains, ils vont dire ça, c'est du scam. Fait que c'est comme un raccourci at best, right? Oui. Genre. Oui. Fait que, temporaire, mais mettons. ça veut pas dire que tu peux absolument pas utiliser du AI. Non. Ça veut dire que tu devrais utiliser. Il y a des outils, puis d'ailleurs, j'ai travaillé avec certains outils qui sont plus des AI agents, appelons-les comme ça, ou des outils plus que juste demander à ChatGPT. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Puis, qui te font déjà des meilleurs textes, mais même là, tu devrais quand même les reviser puis dire oui, ça répond bien à la question de mon client. Exact. Puis, et en plus, savoir que ça répond à vraiment une question qui est posée. Il y a plein de monde, tu l'as sûrement vu toi-même, qui crée du contenu pour créer du contenu. Ouais. Je suis comme, mais ça sert à rien. Tu vas pas juste créer du contenu puis il y a du monde qui vont arriver. Surtout pas en SEO. T'sais, en SEO, le monde sont là parce qu'ils cherchent quelque chose. 100%. Tu as comme mentionné que tu avais utilisé certains outils d'AI chez Digital Growth Core. Y a-tu, je sais pas, y a-tu des outils qui te font triper en particulier? Toi, sinon, Charbel, genre l'AI dans ta vie de tous les jours, dans ta job? Ouais. Et moi, le plus utile pour moi, l'utilité numéro 1 que je fais du AI, c'est pour dépasser le syndrome de la page blanche, dans le fond. OK. Parce que quand on est en marketing, on a souvent besoin d'être créatif. Puis des fois, on sait juste pas. Même si on a fait la recherche, on sait ce que les compétiteurs ils disent, on sait c'est quoi les valeurs de l'entreprise, tout ça. Des fois, ça aide de tout lancer ça dans ChatGPT, Claude, peu importe quel est votre l'outil favori. Et que demander des options, des idées, des trucs comme ça, puis ça aide à démarrer des idées. Puis après, tu pars de là, puis tu crées quelque chose de nouveau pour l'entreprise. Puis c'est ça. Puis là, tu peux partir les campagnes dans le fond. Fait que... Ouais, j'avoue, parce que toi, dans le fond, il y a comme souvent des gaps narratifs ou des gaps de vente, de points de vente que tout le monde a dit plein d'affaires. Moi, je vais dire quoi qui fait genre résonner. Puis là, ça devient comme un thinking partner, un peu ton AI. C'est ça. Puis même dans les gaps, je dirais, c'est que souvent, puis ça, toutes les entreprises font ça, le PDG ou les founders de l'entreprise, ils exposent leurs features, mais ce que le client il cherche, c'est comment ça résout leurs problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Puis il y a une différence entre tes features et comment ça résout les problèmes du client. Et c'est pas mon marché par défaut. Fait que j'essaie de comprendre le marché, puis ça c'est super le fun, j'adore ça, comprendre d'autres marchés. Puis comprendre ces clients-là, cette feature-là, qu'elle correspond à quel besoin du client, puis tu transformes ça dans quelque chose d'autre. T'sais. Fait que c'est ça. C'est très cool, man. J'ai l'impression qu'on pourrait jammer longtemps sur le marketing, toi puis moi, man. Ben, on va le faire, en fait. Pas right now. Mettons, là, que je suis une startup qui écoute ça, puis je suis comme, bon, il a l'air vraiment smart puis sharp, Charbel, mais comme, calice, man, du performance marketing, ça prend un certain budget, puis moi, je suis vraiment serré sur le budget, je suis méga bootstrapped. Quelqu'un qui est dans cette situation-là, mettons, tu lui donnerais quel conseil, tu penses? Fais pas des ads. C'est pas une joke. Mais, OK, si tu pars une entreprise, OK, la première chose que tu devrais faire, c'est en parler dans ton réseau. Parce que 100%. Ton réseau, il va te trouver des clients potentiels. Même si t'as pas de produit, le monde, je pense qu'il voit pas assez ça. T'as juste une idée. OK? Mais t'es à veille, t'es dans une start-up, vous êtes à veille, mais le produit est pas prêt. Commence tout de suite à chercher des clients. 100%. Parce que certaines de ces clients-là vont être tes clients futurs déjà, puis tu vas déjà avoir des idées et trouver tes angles morts. Parce que l'idée de parler à tes clients, c'est pas... Je veux pas qu'ils tunent ta roadmap au complet, je veux pas qu'ils... Tu sais, toi, t'as une idée, puis tu penses qu'elle est bonne, puis toi, t'es dedans, eux, ils sont pas nécessairement dedans, mais des fois, ils vont t'aider justement à avoir des angles morts. Puis c'est ça, c'est un peu ça que j'avais fait, puis c'est comme ça que j'avais trouvé plein de leads quand j'étais en startup. Aussi, c'est juste à écrire, à dire au monde c'est quoi ton projet, c'est quoi ton idée. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est un truc qui est oublié, mais qui a changé beaucoup dans les dernières années, c'est le social media est rendu ce qu'on appelle du intent media. Ça veut dire que, par exemple, quand tu regardes TikTok ou même si tu ouvres l'application de YouTube, tu es sur les shorts de base et c'est pas tes subscriptions. C'est pas le monde que tu suis. Tu fais juste scroller et en plus, tout le monde adore ça. Là. Je pense en moyenne, tu es dessus 3 heures quand tu l'ouvres pour te donner une idée. Là. Le monde perd toute leur vie dessus. Puis, et tu as trouvé ça le fun. Tu sais même pas où tes heures sont passées parce qu'ils savent très bien
à cause du volume de données, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, parce que tu leur montres. C'est ça que tu regardes. Fait qu'ils sont capables de te montrer plus de choses dans ce que t'aimes et te garder dans l'application. Tout ça pour dire, pour le ramener à l'entreprise qui crée du contenu, ça veut dire que maintenant, tous les vidéos sont... Quand tu les lances, ils sont égaux. Tu as une shot, toi ou Coca-Cola, tu as la même chance que ton vidéo soit placé devant les clients. Puis si ton vidéo il est capable d'avoir des vues, ils vont être capables de trouver le monde qui sont intéressés par ton vidéo éventuellement. Fait que oui, il y a un apprentissage à comment est-ce que je fais une vidéo qui est intéressant. Ouais. Parce que tu peux faire une vidéo intéressant et qui te ramène des leads à ton entreprise. C'est faisable. C'est juste, c'est un apprentissage pour se rendre là. Ouais. Mais au début, tu as du temps, tu n'as pas d'argent et c'est parmi les seules plateformes où tu es égal à tout le monde. Tu n'es pas désavantagé de ne pas avoir de cash. Parce que, et que tu peux ramper up très rapidement. Ça sera un coup de chance, mais le premier vidéo que tu mets, il peut tout de suite faire make or break ton entreprise. Fait que chacun de tes vidéos, c'est comme un shot à... Mettons que tu joues au basket, là, c'est comme si chacun de tes vidéos, c'est une shot à rentrer dans la NBA. T'es comme, pourquoi t'en fais pas? Et le monde sous-estime une autre chose par rapport à ça. Ils sous-estiment, ils sont trop, juste le mot en anglais, self-conscious. Ils regardent leurs vidéos, puis ils se critiquent trop, puis ils disent « Ah, j'ai lancé déjà 2 vidéos cette semaine, je peux pas en lancer plus. » Non. Il y a des entreprises, là, ils sortent 400 vidéos par jour. Par jour. Le monde ne réalise pas. Puis YouTube est super content d'eux. TikTok, super content d'eux. Ils vont tester leurs 400 vidéos parce qu'il y a des centaines de millions de personnes sur les plateformes. Ils sont capables de les présenter à plein de monde. Ils sont capables de trouver du monde. Fait qu'il n'y a pas de limite. Tu peux vraiment continuer, mais... Surtout si tu es au début, le truc que je dirais, c'est essaye d'apprendre quelque chose de chacun des vidéos que tu lances. Essaye de changer quelque chose. Change ce que tu dis, change l'ordre, change le script de ce que tu dis, change t'es où. T'es-tu en train de marcher pour aller au café pendant que tu fais une vidéo? C'est pas une blague. Essaye des choses différentes. Des variables. T'es-tu dans ton bureau? Puis tu vas voir peu à peu, les gens, ils aiment ça, les gens, ils aiment ça. Regarde qu'est-ce qui se fait dans ton marché. Qu'est-ce que, ceux qui ont beaucoup de vues, qu'est-ce qu'ils font dans leurs vidéos, comment ils font leur script. Puis tout ça, ça va te diriger. C'est fucked up, man. Si j'étais un jeune marketeur, j'aimerais ça pouvoir jouer avec ça parce que quand nous on commençait, c'était très social graph based, les médias sociaux. Donc, comme tu disais, les followers, les abonnés, ça comptait pas beaucoup. Ça vaut plus rien. Puis là, aujourd'hui, tu le vois, tu scrolls, puis là, à un moment donné, tu pognes une vidéo, puis t'es comme. Hein, il y a un like, genre, sur YouTube Shorts, ou genre, cette personne-là a comme 100 followers, mais ça fit avec comme, je sais pas, tes intentions, les thèmes qui t'intéressent. Mais c'est aussi pour ça que t'as pas de followers, puis soudainement, puis on a vu du monde là, qui sont devenus virales en une soirée, c'est parce que, même s'ils avaient pas de followers, parce que TikTok a trouvé que leur vidéo allait être super bon, parce que dès que le monde commençait à l'écouter, ils l'écoutaient au complet, ou des trucs comme ça, ils catchent sur tout ça, puis ils ont eu une vidéo à 50 millions de vues, puis après ça, ils sont devenus des influenceurs overnight, comme ça, c'est arrivé. T'sais. Fait que là, mettons que j'étais une startup qui a pas de budget, puis que j'ai réussi à être entendu dans mes prières au Dieu des algos sont entendues, puis là, je deviens viral, puis là, je fais une coupe de vente, puis là, j'ai du budget. Ou mettons, je suis une startup qui a déjà beaucoup de budget, puis je veux travailler avec toi. Je fais quoi? Je peux aller sur digitalgrowthcore.com. Absolument. Tu as un contact form là-dessus. Sinon, dans le cadre de notre collaboration ensemble, il va y avoir une landing page, carrément, qui va être avec tous nos autres partners. Fait que saspace.com/partenaire avec un S. Dans le petit menu en haut de notre site web, partenaire, vous allez voir Digital Growth Core. On va avoir plein d'infos là-dessus, cette vidéo-là, mais d'autres infos. Si, mettons, le monde veut te poker de toi puis te poser peut-être une question ou deux à toi perso, LinkedIn, ton email, LinkedIn, c'est parfait. Parfait. Fait que c'est Charbel Farah sur LinkedIn. Puis on peut te poker. C'est Charbel Farah en plus. Direct. C'est linkedin.com, c'est Charbel Farah. Dude, j'ai vraiment eu du fun. J'ai appris des trucs. Fait que j'ai hâte à peut-être un step 2 ou quelque chose d'autre, mais je te remercie pour ton temps, mon vieux. Ça m'a fait plaisir. Fist bump. It's a wrap.